Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler des risques de transition aujourd'hui. Pour info, j'étais venu il y a 3 ans également, j'avais parlé de l'équation de Kaya. Voilà. Je ne sais pas si certains étaient déjà là, mais je ne sais pas à quel rythme on passe et on quitte le vivier, mais très heureux en tout cas d'être devant vous. Alors, on va commencer en donnant quelques définitions sur ce qu'on entend par risque de transition. Alors, je crois qu'il faut que je fasse comme ça avec la télécommande. Ok, voilà. Et pour donner une définition, je vais d'abord donner une définition, puis ensuite je vais aussi dire ce que ça n'est pas, les risques de transition. Donc la définition, c'est ce qui peut arriver à mon entreprise si la transition a lieu. Et il ne faut pas confondre avec les risques physiques, qui sont ce qui peut arriver à mon entreprise à cause du changement climatique. Donc les risques physiques, c'est les conséquences du changement climatique sur mon activité économique, alors que les risques de transition, c'est les conséquences des mesures qui sont prises pour éviter le changement climatique sur mon activité. Donc, par exemple, une augmentation du prix de l'essence, ça peut impacter, si je suis dans le transport, ça va impacter mon activité. Voilà. Donc les risques physiques sont liés au groupe de travail numéro 2 du GIEC, qui bosse sur la vulnérabilité, l'adaptation. Voilà. Et puis, les risques de transition sont plutôt liés aux réflexions au sein du GIEC sur comment est-ce qu'on peut s'adapter, quelle politique est-ce qu'il faut mettre en place pour limiter notre impact sur le climat. Et l'ensemble de ces deux familles de risques, c'est ce qu'on appelle les risques climatiques. Donc, les risques climatiques, c'est les risques physiques et les risques de transition. Là, on parle beaucoup de climat. Il faut légèrement ouvrir cette définition parce que la transition, ce n'est pas forcément que la transition énergétique. Ça peut être la transition écologique au sens large. On peut intégrer des réflexions sur l'eau, sur la biodiversité, sur plein d'autres enjeux environnementaux qui peuvent donner lieu à du réglementaire qui va impacter votre business. Voilà. De même que les risques physiques, ce n'est pas que les risques climatiques. Un tremblement de terre n'a rien à voir avec le climat, c'est un risque physique pour autant. Voilà, donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser spécialement aux risques de transition. Alors, il faut également ne pas confondre avec un plan de décarbonation. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai animé la fresque du climat, vous imaginez bien, devant pas mal de grandes entreprises, y compris au niveau des COMEX, et assez régulièrement, je suis venu challenger mes interlocuteurs sur les risques de transition, en leur demandant: est-ce que vous avez réfléchi à ce qui peut arriver à votre business model si cette transition a lieu, mais genre pour de vrai? Voilà. Et là, on me répond: bah oui, nous on a un plan de décarbonation, puis on l'a fait valider par SBTi. Voilà. Bah, ce n'est pas la même chose du tout. C'est bien d'avoir un plan de décarbonation, ça veut dire vous engager à baisser vos émissions de CO2. Peut-être que ça va vous dérisquer sur certains sujets. Mais si vous avez une activité, si vous avez un produit ou un service qui est fortement carboné, qui n'est pas tellement décarbonable, pour lequel il y a une alternative, pour l'instant qui est plus chère, mais qui sera moins cher que vous le jour où il y aura un prix du carbone, alors ce produit ou ce service, peut-être qu'il est amené à disparaître. Et c'est bien de le savoir dès maintenant. Voilà. Donc c'est ça, les risques de transition, c'est dans mes activités, il y a peut-être des choses qui vont disparaître. Et à contrario, il peut aussi y avoir des opportunités. Alors, on dit risque de transition, mais il faut parler autant des risques que des opportunités. Il peut y avoir des opportunités à saisir. J'ai un produit qui est moins carboné que d'autres et pour l'instant, il n'arrive pas à percer sur le marché parce que, en face, il y a des choses qui sont plus carbonées mais moins chères. Le jour où un prix du carbone sera suffisamment élevé, je prendrai le marché et il faut que je me prépare à ça. Voilà. Donc ça peut être également des opportunités. Alors, ce que ça m'a inspiré, c'est ces discussions avec des décideurs sur cette confusion un peu entre le fait d'avoir un plan de décarbonation et une mauvaise compréhension, une compréhension pas encore très aboutie sur ce que sont les risques et les opportunités de transition. Je pense qu'on a fait un peu fausse route avec la responsabilité sociétale des entreprises, avec la RSE jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on s'est un peu illusionné sur le fait que les entreprises allaient pouvoir jouer un rôle qui va au-delà de ce qu'elles peuvent faire pour de vrai. On a eu, alors il y a bientôt 10 ans, on a eu l'accord de Paris, ça a donné une certaine dynamique autour du climat, le climat est devenu un sujet sérieux. Les directeurs et directrices RSE dans les entreprises sont passés d'un petit bureau au fond du couloir à un poste beaucoup plus important. Ils sont rentrés dans les COMEX, ils ont réussi à se faire entendre de leurs collègues, de leurs patrons.
Ils ont réussi à convaincre leur patron de prendre des engagements très ambitieux sur le climat. Ils les ont fait valider par SBTi, ça fait très sérieux, Science Based Target Initiative. Et c'est très sérieux, c'est un super projet. Mais donc, ce qui est bien, voilà, c'est que ça a pu embarquer beaucoup de monde. Et on a eu beaucoup d'entreprises, beaucoup de patrons qui ont dit « ouais, ok », qui ont signé en bas de la page. Et puis aujourd'hui, en ce moment-là, on se rend compte que ça va coûter bien plus cher que ce qu'on imaginait. Et il y a un effet de retour en arrière. On est en train de réaliser que ce n'est pas les entreprises qui vont sauver le climat avec leurs petits bras et sur leur budget. Ça, quand on a essayé de faire croire ça, on a raconté des balivernes à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe comment est-ce qu'on peut véritablement faire quelque chose sur le climat? Quand on est une entreprise et qu'on a identifié quelques économies d'énergie assez faciles à faire, qui ne coûtent pas trop cher, ces économies peuvent être rentables. Voilà, et on a beaucoup insisté là-dessus dans le passé. On s'est dit, oui, sauver le climat, c'est économiser de l'énergie, c'est économiser de l'argent, donc c'est intéressant, c'est rentable. Oui, ça arrive. Vous faites une isolation thermique d'un bâtiment, vous économisez de l'énergie derrière et vous arrivez à rentabiliser votre CAPEX. Bon, je dis pas que ça n'arrive pas. De temps en temps, c'est le cas. Voilà. Et puis, vous faites un petit gain d'énergie, un petit gain de CO2 sur cette opération-là. Mais la suivante, c'est quoi? La suivante, c'est peut-être le transformer un procédé industriel beaucoup plus lourd. Et puis, la techno existe, mais elle est vachement chère. Et puis, on n'est pas sûr d'amortir l'investissement. Voilà. Et là, aujourd'hui, on se dit, non, on n'y va pas. Et c'est là qu'il va falloir commencer à réfléchir sous l'aspect des risques et des opportunités de transition. Alors, pour que ça puisse fonctionner, ces histoires de réduction massive des émissions de CO2, je vais peut-être vous reparler de quelques chiffres. On doit diviser par 3 les émissions au niveau mondial d'ici 2050, ce qui veut dire faire du moins 5% par an tous les ans au niveau mondial. On n'y est pas. On est encore dans un monde dans lequel les émissions de CO2 augmentent tous les ans. Et comme il faut laisser un peu de place pour les pays du Sud pour qu'ils puissent se développer, eh bien, dans les pays du Nord, il va falloir faire un effort bien plus important, de l'ordre du double. Donc vous imaginez, moins 10% par an, tous les ans, dans les pays développés, on n'y est pas du tout. Donc il va falloir aller très très loin dans ces réductions et aller sur des choses qui aujourd'hui ne sont pas rentables. Et comment est-ce qu'on les rend rentables? On rend les choses rentables, soit on dit qu'elles ne sont pas rentables, mais elles sont obligatoires. Voilà. Et c'est parti, on y va, on n'a pas le choix. Ou il y a des choses qui sont interdites, il y a des pratiques qui sont obligatoires, des pratiques qui sont interdites, et puis, quel que soit le coût, il faut y aller. Et une autre façon, c'est de mettre un prix au problème, donc de mettre un prix au CO2. Et ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire avec une taxe carbone, là c'est directement tant d'euros à la tonne de CO2. Et puis, ça peut être également via le marché de quotas de CO2 où on va s'échanger des quotas entre entreprises, entre industriels. Chez moi, ça coûte 20 € la tonne de CO2 économisée. Et donc, je vais investir beaucoup pour pouvoir aller bien au-delà de mes propres enjeux, enfin, de mes propres obligations de réduction. Et je vais émettre des quotas sur le marché que je vais vendre à des gens chez qui ça coûte plutôt 500 € la tonne de CO2. Et quand ça vous coûte 500 € la tonne de CO2, évitez de changer de technologie. Il ne faut surtout pas y aller maintenant. L'argent sera mieux investi ailleurs. Donc vous achetez des quotas et vous aidez vos petits camarades à faire des économies à 20 € la tonne de CO2. C'est l'ordre logique. 500 € la tonne de CO2, ce sera pour plus tard. Ça viendra. Un jour, il faudra bien le faire, mais ça viendra plus tard. Voilà. Donc, les quotas sont aussi une façon d'arriver à un prix. Et puis, il y a du réglementaire, comme simplement interdire de louer un appartement en classe F. C'est une mesure simple qui ne semble pas avoir de lien avec les euros et le prix du carbone, mais en réalité, ça en a un, puisque si je suis propriétaire d'un appart comme ça, soit je ne peux plus le louer et ça me coûte de l'argent, soit je le rénove. Et suivant que j'ai une petite chambre de bonne au dernier étage d'un haussmannien, toute biscornue, avec une isolation par l'intérieur, ça me coûtait une blinde pour la faire rénover. J'ai une maison de plein pied, isolation par l'extérieur, tranquille, ça me coûte beaucoup moins cher. Et donc, on ne va pas être tous égaux les uns les autres en termes de coût à la tonne de CO2 évité par rapport à une même mesure qui est pourtant très simple à énoncer. Voilà. Donc, vous voyez que le prix du carbone, ça prend des
dimensions très variables d'un contexte à l'autre. Ce n'est pas un prix unique, c'est un prix composite, c'est un prix qui a des définitions assez variables. Et pour autant, il va falloir raisonner avec une notion, une idée d'un prix du carbone et surtout d'une trajectoire de prix du carbone sur l'avenir pour pouvoir raisonner. Donc ce genre de mesures politiques qu'il va falloir mettre en place pour que les choses bougent vont rendre les mesures à prendre pour baisser les émissions de CO2, ça va les rendre financièrement rentables. C'est qu'à cette condition-là que les choses vont bouger. Les entreprises ne vont pas se lancer dans des projets qui ne sont pas rentables. Il faut qu'ils soient rentables. Donc il faut absolument un signal réglementaire. Et un signal réglementaire, c'est un changement de règle du jeu. Et c'est quelque chose qui est politique. Et il va falloir que ça se décide au niveau politique. Parce que on est en train de gérer un commun qui est le climat. Et ça se gère forcément par des décisions politiques. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est coincé dans un cercle vicieux de l'inaction, qui est que pourquoi il n'y a pas de signal réglementaire fort aujourd'hui? On est d'accord que ce n'est pas les mesures en place, même s'il y a des avancées, ce n'est pas les mesures en place qui vont nous permettre de faire moins 10% par an tous les ans à partir de maintenant. Les politiques n'envoient pas de signal réglementaire parce qu'ils ont le sentiment que les entreprises ne sont pas prêtes. Le résultat, c'est que les entreprises ne se préparent pas, et si elles ne se préparent pas, elles ne sont pas prêtes. Et donc, ça se mord la queue, et on est pour l'instant coincé là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que les entreprises peuvent faire. Alors, elles peuvent faire du lobbying pour aller dans le bon sens, et puis elles peuvent surtout, en parallèle, se préparer à l'hypothèse que cette transition ait lieu et qu'il se passe enfin des choses. Alors, vous voyez ici les différents scénarios du GIEC qui représentent, dans les scénarios du bas, on sauve le climat, on est en dessous de 1,5 degré, 2 degrés, puis 3 degrés, puis après on casse tout. Ces scénarios-là, c'est ceux qui sont issus du 6e rapport du GIEC, et ils donnent plusieurs scénarios de comportement de l'humanité. Et dans une approche de gestion de risque, parce que là on est en train de parler de risque de transition, donc il y a le mot risque, et on réfléchit un petit peu, on se renseigne un petit peu sur ce qui existe autour des notions de risque dans les entreprises, et il y a des méthodes de gestion du risque qui sont assez éprouvées, et qui sont assez de bon sens, logiques. On identifie des aléas, on regarde l'impact financier de ces aléas sur notre activité, on évalue leur probabilité, et si l'impact multiplié par la probabilité représente quelque chose de significatif, alors on va regarder de plus près et on va essayer de se dérisquer. Voilà. Bon, en gros, c'est ça, une approche de gestion du risque dans une entreprise. Ça s'applique à des risques d'accidents du travail, à des risques physiques, climatiques, inondations ou autres, ça s'applique à tout ça. Et pour faire ça, il faut avoir au moins un ordre de grandeur de la probabilité que cet aléa arrive. OK, risque de transition. Quelle est la probabilité que cette transition ait lieu? Eh bien, on ne la connaît pas. Est-ce qu'on est capable d'affecter, mettons, des chiffres comme ça à chacun des scénarios du GIEC, des familles de scénarios du GIEC? Ben non, ça n'existe pas. Le GIEC ne le fait pas. Et non seulement ils ne le font pas, mais ils disent pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ils expliquent dans le rapport que on ne peut pas donner une probabilité à ces familles de scénarios puisque ça dépend des décisions des humains. Sachant que le rapport du GIEC lui-même est là pour influencer ces décisions. Voilà, donc par construction, il ne peut pas lui-même fixer des probabilités qu'il va essayer de faire bouger. Voilà. Alors, à défaut d'avoir ces probabilités, est-ce qu'on pourrait se dire, j'ai 5 scénarios et je vais mettre une équiprobabilité à chacun de ces scénarios, comme ça c'est plus simple et puis c'est mieux que rien, etc. Moi je ne pense pas, je pense que ce serait une erreur de faire ce raisonnement-là. Et malheureusement, on n'a pas de probabilité affectée à des hypothèses sur l'avenir concernant la transition énergétique. Alors, pour la suite de l'exposé, je vais introduire ici deux grands scénarios de l'humanité, celui où on sauve le climat, celui où on casse tout, pour simplifier, parce qu'en réalité, il y a plein de nuances de gris entre les deux. Donc, en bleu ici, les scénarios qui sont bleus parce que c'est plus froid, et en rouge, ceux qui sont en haut puisque c'est plus chaud. Voilà. Et donc, on a nos deux hypothèses, le monde fait la transition ou ne la fait pas. Et puis, on va mettre ça dans une matrice qui
voilà, dans une matrice dans laquelle je rajoute 2 colonnes, et ces 2 colonnes, ce sera est-ce que mon entreprise fait la transition ou pas. Voilà. Et là, on a 4 cases qu'on va regarder, et ces 4 cases, il y en a 2 qui sont viables à court terme et 2 qui ne sont pas viables sur le plan économique. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui est viable? Ce qui est viable, c'est que si le monde fait la transition, il vaut mieux l'avoir anticipé. Voilà. L'autre truc qui est viable à court terme, c'est business as usual. On ne touche à rien. Aujourd'hui, l'économie, bon an, mal an, elle fonctionne. Voilà. Alors, à long terme, on sera tous morts, mais à l'échéance du temps de réflexion des entreprises, ça va bien se passer. Voilà. Après, qu'est-ce qui n'est pas fiable, qu'est-ce qui n'est pas viable, pardon, sur le plan économique pour les entreprises? Eh bien, c'est d'aller trop vite ou d'aller pas assez vite. Voilà. C'est de faire la transition alors que par ailleurs, il n'y a pas de réglementaire qui arrive, personne ne m'a suivi et je vais perdre de l'argent et ça ne va pas être une bonne affaire. Ce qui peut également être un mauvais pari, c'est de ne rien faire alors que le monde change, alors que les concurrents bougent, alors qu'il y a un réglementaire qui arrive et qui va rendre mes investissements, qui va faire de mes investissements des stranded assets et qui vont perdre de l'argent. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on comprend qu'il va falloir naviguer dans l'inconnu puisque, à nouveau, on ne connaît pas les probabilités. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de faire un pari. Alors, un dirigeant d'entreprise prend régulièrement des décisions et la plupart des décisions qu'il prend consistent à faire un pari parce qu'il reste des inconnus. Et malgré les inconnus, on n'aime pas les inconnus dans les entreprises, mais malgré les inconnus, on arrive à quand même prendre des décisions. Bien là, c'est du même ordre. Mais quelquefois, ça va être des incertitudes qui peuvent être assez monstrueuses, surtout quand on parle d'investir dans des actifs qui ont plusieurs décennies de durée de vie. Donc on n'a pas d'autre choix que de faire un pari. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va réussir à faire ce pari? Donc chez Blue Choice, on travaille spécialement sur ce sujet-là avec une méthodologie qui permet de dépasser ce problème qu'on a avec les statistiques qui manquent, les probabilités qui manquent pour faire le travail. Et on propose un exercice un petit peu comme celui que vous avez fait tout à l'heure, qui consiste à réfléchir en équipe avec l'équipe dirigeante à la question suivante. Dans cette matrice, il y a 2 cases qui sont gagnantes et je vais me poser la question de savoir est-ce que je préfère gagner 1 million d'euros ou 1 milliard, ça dépend de la taille de votre boîte. Est-ce que je préfère gagner 1 million d'euros parce que j'ai anticipé une transition et qu'elle a eu lieu, ou est-ce que je préfère gagner 1 million d'euros dans le scénario business as usual, confortable, assis dans mon canapé, voilà. Qu'est-ce que je préfère entre les deux? Alors, c'est la même quantité d'argent, hein, parce que si je vous demande, vous préférez gagner 1 million ou 2 millions, ben, c'est un peu facile, hein, regardez même pas la suite de la question et vous répondez. Donc là, voilà, ça permet de sortir du quantitatif pour se concentrer sur le qualitatif et réfléchir à ce qui nous parle vraiment au fond de nos tripes. Deuxième question, un peu plus dure. Est-ce que je préfère perdre 1 million d'euros ou à nouveau 1 milliard d'euros, donc des sommes vraiment significatives, des sommes qui sont en mesure de faire faillite à votre entreprise, de vous faire perdre votre job, hein, voilà. Donc, est-ce que je préfère perdre de l'argent et mettre la clé sous la porte parce que je suis allé trop vite ou parce que je suis allé trop lentement? Mais c'est la même quantité d'argent. Voilà. Et donc là, quand vous vous posez ce genre de questions, bah, vous n'avez pas d'autre solution que de réfléchir avec vos tripes, avec votre conscience et ce que vous avez envie pour le monde, pour vous, et puis peut-être aussi savoir si vous arrivez à regarder vos enfants dans les yeux le matin. Voilà. Donc, on va devoir, comme je l'explique ici, dans l'équipe dirigeante avec le patron, donner un cap, c'est-à-dire décider avec ses tripes et donner une direction, et puis ensuite embarquer tous les confrères, les collègues dans cette direction pour que l'économie dans son ensemble puisse aller dans le bon sens. Et une fois qu'on aura embarqué suffisamment de monde, ce sera beaucoup plus facile d'aller faire un lobbying dans le bon sens et d'aller voir les politiques pour sortir de ce cercle vicieux de l'inaction et réclamer auprès des politiques le réglementaire qui est conforme, compatible avec les décisions que vous avez prises et qui vont rendre économiquement viables les options que vous avez prises. Voilà, je vous remercie.